Bonjour Irina, vous êtes responsable de l'association Dialogue Franco-Russe à Paris et pourriez-vous nous parler s'il vous plaît de l'histoire des relations entre la France et la Russie, comment ce dialogue est né? La relation entre la France et la Russie ne date pas d'hier. Cette relation diplomatique est née à 1717, quand Pierre le Grand a engagé son grand voyage, je dirais, géopolitique dans les pays occidentaux, puisqu'il voulait vraiment savoir, déjà cette fameuse phrase la fenêtre sur l'Europe, c'est lui qui voulait absolument voir comment l'Europe fonctionne, quelles sont les coutumes, apprendre plein de choses. Il a beaucoup appris aux Pays-Bas, notamment dans le domaine de la marine. Et donc, à Versailles, il a été accueilli par le protocole de Louis XV, qui avait 6 ans à l'époque. Et il était émerveillé par son voyage, par la France, par Versailles. Il a pris dans ses bras spontanément, et c'est là où, c'est une petite anecdote, le protocole apparemment ne savait pas comment réagir. Mais si on regardait les racines de nos relations, ça date pas que... en fait, on peut pas parler de 1717, on peut vraiment regarder en profondeur, notamment, on va commencer par le IIe siècle, c'est 1052, quand Anne de Kiev, qui était la fille de Yaroslav le Sage, a épousé le roi français Henri Ier, qui a donné la naissance donc au roi Philippe Ier et à la dynastie capétienne. Donc on peut dire réellement que nos relations datent du IIe siècle. C'est les relations historiques, amicales et politiques. Évidemment, puisque le mariage servait justement à sceller des alliances politiques en premier lieu. On disait que les relations ne sont pas nées hier, donc on a célébré cette relation diplomatique en 2017, notamment le dialogue franco-russe a participé à la célébration, pas officielle, puisque ce n'est pas officiel, mais on a fait plein d'événements, et notamment avec l'école du protocole et savoir-vivre. On a fait un grand colloque à Paris. C'était vraiment un moment très, je dirais, émotionnel, puisqu'il y avait beaucoup d'historiens. En même temps, avec les diplomates d'aujourd'hui, on parlait de ces relations. Mais comme vous pouvez imaginer, nos spectateurs le savent très bien, les relations entre l'Occident et la Russie ont jamais été calmes. Si on s'approche un petit peu donc de l'histoire moderne, l'histoire du XXe siècle, la vraie alliance, l'entente entre nos pays, l'alliance a été scellée en 1892. C'était un accord nécessaire pour la France pour, à l'époque, contrebalancer le poids de l'Allemagne. Et on connaît l'histoire, à quel point l'histoire du début du XXe siècle a été la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, comment elle a impacté nos pays et donc l'Union soviétique à l'époque. On voit que cette alliance était nécessaire, même si réellement cet accord entre nos pays a duré quelques années, une dizaine d'années. Le XXe siècle, le début du XXe siècle pour la Russie, c'est une période très mouvementée, avec tout ce qui la guerre civile, la révolution, les deux guerres mondiales. Ça pouvait pas empêcher disons, des forces extérieures de se mêler à nos relations. La Première Guerre mondiale était désastreuse pour les deux pays. Le tsar russe a déplacé 45 000 soldats sur le sol, sur la frontière française. Mais ça a été vraiment une période très difficile pour lui, puisque c'était la fin de son existence en tant qu'empereur et au pays en tant que tel. Plus tard, donc, le gouvernement français était farouchement anticommuniste, ce qu'on peut comprendre. Il voulait absolument pas que les idées révolutionnaires de la Russie, de l'Union soviétique de l'époque, puissent véhiculer en France, en oubliant quand même que Catherine, l'impératrice russe, c'est en fait les Français, c'est au contraire, c'est les Français en quelque sorte qui ont amené ces idées révolutionnaires en Russie, puisque Catherine a beaucoup échangé avec Diderot et Voltaire. Mais au XXe siècle, la donne a changé. La relation officielle entre les soviets
et la France a été déclaré et signé en 1924. Ils étaient très formels, effectivement, il y avait les relations minimales entre les deux ambassadeurs, et ce qui a empêché en fait cette politique anticommuniste d'un côté, a empêché les Français de signer beaucoup d'accords avec l'Union soviétique, puisque il y avait une décennie, peut-être pas décennie, un petit peu moins, en Russie soviétique, de la nouvelle politique économique qu'on appelle le NEP, où il y avait beaucoup d'accords et différents contrats qui ont été signés entre différents pays, mais la France n'a pratiquement pas profité et tirait aucun avantage, ce qui, bon, assez dommage pour l'époque, mais ce qui me rappelle, en quelque sorte, et qui nous ramène à l'époque d'aujourd'hui, puisqu'on vit en 2020, et depuis 2014, la Russie se trouve sous les sanctions. Après les contre-sanctions, sous les sanctions américaines début, après que l'Europe a continué ses sanctions vers la Russie, à son tour, évidemment, a introduit les contre-sanctions, et qui est la victime principale dans cette affaire? C'est l'Europe, notamment la France, puisqu'on est en France, et le secteur agroalimentaire, il y avait beaucoup de réunions qui ont été faites à ce sujet-là, c'est même plus d'actualité, c'est tellement triste qu'on n'en parle même plus. J'espère, après je ne connais pas l'état des agriculteurs français aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec la Russie. Par contre, ce qui est curieux de savoir, que les États-Unis et l'Allemagne ont continué à coopérer avec la Russie malgré les sanctions, les contre-sanctions, puisque les affaires restent les affaires. Business is business, comme on dit. Donc ça n'a pas changé. C'est vraiment, je trouve, déplorable pour l'Europe, pour la France, d'où vient peut-être la question de la souveraineté du pays, pour comprendre où est ton intérêt. C'est peut-être plus important que de voir ce qui se passe dans d'autres pays. D'ailleurs, hier, ici, on a fait une conférence sur tout autre sujet, mais assez d'actualité aujourd'hui, le vaccin russe, Sputnik V. Bientôt, vous aurez la vidéo. Je vais en profiter, en fait, de cet échange pour promouvoir cette vidéo qui sera bientôt sur YouTube de notre chaîne. Et justement, le journaliste qui a participé à cet échange, grand reporter de Paris Match, Régis Le Sommier, a souligné une idée importante à mon sens. Il a dit que de toute façon, on peut être en désaccord avec n'importe quel pays, on n'est pas spécialement d'accord avec tout le monde. Le plus important, c'est de voir l'intérêt pour ton propre pays dans la coopération avec telle ou telle nation. Et ça, c'est, à mon sens, c'est très, très, très important. Le XXe siècle sans général de Gaulle, c'est pas le XXe siècle. Donc, il est rêvé, on sait très bien, de la Russie, en fait, de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Il est resté évidemment très, très vigilant par rapport à son homologue soviétique, Joseph Staline. On peut comprendre pourquoi. Notamment concernant plusieurs sujets, plusieurs dossiers concernant par exemple la politique polonaise avec la Pologne, mais elle faisait la distinction entre le peuple, le pays et son dirigeant, ce qui peut-être manque aux dirigeants européens d'aujourd'hui, puisque, et là on ne peut pas faire tirer le parallèle entre donc le passé et le présent, puisqu'on voit que l'image de la Russie souffre justement parce que en Occident, puisque à mon sens, les dirigeants européens ne font pas les distinctions justement entre le pays, le peuple et la politique. Et finalement, la politique domine malheureusement ces relations amicales, culturelles, parfois historiques et commerciales. Donc, le général de Gaulle, lui, par exemple, il considérait qu'on l'invasion napoléonienne, et nous sommes en 2021, c'est l'année de commémoration justement, plusieurs commémorations qui doivent suivre en France, tout le monde en parle d'ailleurs. Effectivement, c'est un grand homme pour la France, ça on peut pas nier, avec tout ce qui a été fait pendant son règne et la gestion, la justice, plein de choses. C'est les historiens. D'ailleurs, on a eu
On a accueilli l'historien Thierry Lens, qui a parlé, qui est le grand spécialiste de Napoléon en France, qui en a parlé. Moi, j'essaie de ne pas romantiser les relations entre Napoléon et la Russie, même si Napoléon a été apparemment enchanté par le tsar quand ils se sont vus. C'est vrai, mais il faut comprendre quand même le contexte. À l'époque, la cour russe parlait français couramment, même voire parfois, il y avait les gouverneuses françaises qui parlaient français, et parfois elles parlaient français mieux que le russe. Il y avait même des cas comme ça. Effectivement, la Russie de cette époque-là, de 1812, le début de la campagne napoléonienne en Russie, ils n'ont pas pu comprendre comment ce peuple, ce pays, la France, qui était en quelque sorte un pays exemple, un pays ami, pouvait venir avec les armes sur le sol russe. C'est pour ça, pour moi, c'est plutôt une commémoration évidemment franco-française. Et je sais que l'image de Napoléon est beaucoup romantisée en Russie. Je ne peux pas dire que je partage cet aspect de nos relations, mais c'est très bien. D'ailleurs, c'est ça ce qui prouve qu'on, malgré tout, c'est vrai que c'est une histoire lointaine. C'est pas comme l'histoire du XXe siècle, et heureusement d'ailleurs. Ça prouve qu'on est très très proche. Et c'est presque un rapprochement naturel entre nous. C'est dicté justement par l'histoire, par les racines communes dont j'ai parlé, et aujourd'hui par plusieurs programmes. Je sais qu'il existe plusieurs programmes entre les jeunes, ce qui est très très bien évidemment. Là, on est en pleine pandémie en France, en Europe, hein, aussi. Je sais que la situation a complètement changé. Tout est ouvert et libre, comme on dit. C'est un autre monde. C'est un autre monde, effectivement. On en a parlé avec Diana juste avant. Les saisons russes qui ont débuté l'année dernière, malheureusement, n'ont pas pu faire tout ce qui a été programmé, mais j'ai vu plein de projets communs, notamment où notre association devait participer, entre les théâtres, entre les peintres, entre les sociétés civiles, ce qui est très très important, parce que justement cette compréhension passe d'abord par nous, par les gens, par ceux qui travaillent ensemble, puisqu'on vit dans le monde globalisé, on travaille entre les pays, c'est là où les gens se retrouvent. Ce sont les choses banales, mais c'est ça. Ça marche comme ça. On arrive à l'histoire moderne de nos relations. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, comme notre association a été créée par Jacques Chirac et Vladimir Poutine en 2004, on considère que ces années sous Chirac, c'était les années les plus cordiales entre la Russie et la France, puisque Jacques Chirac était russophile, et ça joue, mine de rien, quand même sur ça influence inconsciemment aussi les relations entre les deux présidents, entre les pays, même l'entourage. Et apparemment, Jacques Chirac, bon, il était russophile, il parlait russe. Quand il était plus jeune, il a essayé même de traduire le roman Eugène Onégine d'Alexandre Pouchkine en français. Donc ça, c'était considéré comme le début de bonnes relations modernes, et c'est resté comme ça. En fait, c'est resté un peu figé, puisque après, on sait très bien, à partir donc l'époque 2014, le mandat de François Hollande, on ne peut pas dire que c'était très très fructueux. Par contre, je veux quand même souligner qu'il y avait une chose importante qui a été faite, qui est un petit peu passé inaperçue, c'est l'accord entre nos pays qui a été validé par le ministère, je pense, de l'Éducation. Cet accord vise à faire valider les diplômes russes en France. L'accord de Bologne. C'est ça. Donc, pratiquement plusieurs métiers, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a aussi des gens qui voyagent, qui viennent parfois travailler, ou même ceux qui viennent en France pour des raisons familiales. Avant, ils ne pouvaient pas facilement, disons, faire valider son diplôme. Évidemment, ça ne concerne pas tout le métier, j'imagine, mais la plupart des métiers de base, ils sont dans cet accord-là, et ça facilite énormément la vie de plusieurs gens actifs.
ceux qui viennent en France sans spécialement le diplôme français. Donc ça, c'est vraiment une chose à souligner. Donc j'invite tous les étudiants ou les jeunes qui sont à Paris, les jeunes russes, à justement vérifier ou lire les clauses de cet accord. Le président actuel, Emmanuel Macron, à mon sens, personnellement, il est plutôt favorable aux relations franco-russes, même si on ne le voit pas très bien, peut-être. On a beaucoup parlé, on en parle toujours de l'état profond, cette expression qu'il a utilisée lui-même dans l'un de ses discours, mais également les autres diplomates qui ont en parlé également. Lui et Poutine, c'est plutôt une relation stratégique, je pense qu'il est bien conscient de cela, relation pragmatique si vous voulez. Il l'a invité 2 fois à Paris et en France. Malheureusement, c'est les derniers dossiers, comme j'ai dit, il y a toujours quelque chose, il y a un événement extérieur. On a l'impression qu'il va toujours empêcher nos pays de continuer d'une manière travailler d'une manière positive. Donc là, le dernier dossier Navalny, qui est encore débuté en 2020, a empêché effectivement détériorer les relations entre la France et la Russie. C'est pour cela également que Emmanuel Macron s'est pas rendu en Russie. Il y a eu plusieurs réunions au niveau qui ont été annulées. Mais la relation diplomatique est là, ça continue malgré tout. Il y aura d'autres dossiers beaucoup plus importants, j'espère, à traiter ensemble. Là, comme j'ai dit également, il s'agit du vaccin russe, qui est devenu en quelque sorte, malheureusement, un instrument politique, mais, et on en parlait hier, peut-être c'est l'un des moyens de rapprocher nos sociétés et nos pays, puisque c'est, après tout, et avant tout, c'est une question médicale et scientifique. Et c'est là où les scientifiques parlent, il ne faut pas que les politiques s'en mêlent. Ça doit être la règle, c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que j'espère que justement on va continuer ainsi, effectivement avec des hauts et des bas, comme partout. Il y a beaucoup d'intérêt. Je vois beaucoup de jeunes ici au dialogue qui viennent, qui me demandent où on peut étudier par exemple la langue russe. À Paris, il y a des centres pour cela. C'est la maison russe, la science et la culture. C'est le centre culturel et spirituel orthodoxe russe. J'imagine qu'il y a aussi d'autres moyens à INALCO. On étudie le russe, il y a cet intérêt, c'est très bien qu'il faut favoriser. Sauf erreur de ma part, le français est la deuxième langue étudiée en Russie, en tant que langue étrangère, ou troisième. Parce que là, c'est toujours rivalité avec l'allemand, mais troisième après. Donc l'anglais, l'allemand et le français. Voilà, mais quand même, ça reste toujours. C'est une langue. Justement, c'est à travers la langue qu'on aime le pays, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi que l'image de la France reste peut-être pas si positive qu'il y a 30 ans, par exemple, mais reste toujours positive. Les Russes qui voyagent et les Russes qui n'ont jamais voyagé, effectivement, ce sont des images qui portent au cœur et sont un petit peu différentes. Mais ce qui est dommage, ce que je déplore en tant que Russe à Paris, c'est que parfois l'image des Russes en général est dégradée à l'Occident et pas spécialement en France. On ne peut pas nier que la politique américaine cinématique est pour quelque chose, puisque comptons le nombre de films ou je ne sais pas, de programmes, de films, puisque Hollywood c'est le cinéma, où l'image d'une Russe et d'un Russe, c'est plutôt une image méchante, une femme de petite vertu. Là maintenant, la mode, ce sont tout le monde des espions, donc les espions. Et qu'est-ce qui nous reste aux Russes? Je ne sais pas, le ballet, les grands écrivains, quelque chose qui est immortel. C'est là, il faut puiser effectivement peut-être les sources pour notre rapprochement, mais c'est dommage qu'on est au XXIe siècle et on n'arrive pas
à, à briser cette méfiance entre nos peuples, euh, puisque comme j'ai déjà dit, bon, on voit en France le pays de la mode, euh, de bons repas, du vin, de la courtoisie, de la galanterie. Et qu'est-ce qu'un Français moyen voit en France? Comment il imagine la Russie? Ce sont toujours les mêmes banalités, les mêmes clichés. Pourtant, il y a quand même des choses qu'on puisse partager dans le monde de la science, évidemment culture. C'est peut-être ça où là on peut espérer encore que c'est les artistes peut-être ou le monde de la culture qui va récupérer cette... on a deux armes en fait en quelque sorte, c'est la culture et la diplomatie. Donc on va essayer... C'est pas l'armée et la flotte? Non, ouais, je dirais que là ce sont les équivalents. Justement, on en a parlé récemment. Nous, entre les sociétés civiles, justement, je pense que c'est ça, c'est la culture commune, c'est l'apprentissage de langue, c'est l'ouverture. Et c'est ce qu'on m'a dit, je vais le citer pour le deuxième fois, Régis Le Sommier, en tant que journaliste, il a dit: je suis prête à aller parler avec tout le monde. C'est ça ce qui manque parfois aux politiques français, et pas seulement français mais européens. On sent une certaine arrogance, on donne des leçons au monde entier. Pourtant, ces dernières années, quand même, ont montré qu'il y a aussi des problèmes en France. Il faut peut-être s'occuper d'abord de ces problèmes chez soi et après pointer du doigt d'autres pays avec leurs problèmes internes. Parce que, je précise, tout ce qui se passe en Russie sur le territoire russe reste en Russie. Ce sont des affaires intérieures de la Russie et en tant que je sache, la Russie ne se permet pas de se mêler des affaires des autres non plus. Donc c'est là-dessus qu'il existe cette évidemment tension politique, mais au-delà de ça, je suis assez positive, si vous voulez, pour dire qu'on va continuer, nous, au dialogue évidemment qu'on va continuer à dialoguer, mais aussi nos deux peuples, je suis sûre que ça va vraiment, une fois la pandémie est terminée, j'invite tous les Français à se rendre en Russie. En plus, comme maintenant le voyage est facilité puisque le visa devient électronique, donc il ne faut pas faire des queues dans les consulats et demander... Tout sera possible par Internet. D'ailleurs, cette mesure aurait dû être mise en validation, en vigueur, fin janvier 2021. Je pense que ça a été reporté, mais c'est en cours de toute façon. C'est l'une des mesures qui va vraiment ouvrir la Russie, la fenêtre sur l'Europe, cette fameuse fenêtre, et qui va favoriser, j'espère, les voyages, les échanges. Et donc, plutôt, on va espérer que 2021, qui, voilà, de cours, c'est un peu le début, c'est vers le mois de septembre peut-être, qu'on pourrait redécouvrir la Russie et la France avec nos voyages mutuels qui seront possibles. Et j'espère que la pandémie, quand même, sera supprimée. Comme en Russie en ce moment, on fait en sorte qu'on continue sans la vie normale. Et j'espère que les Européens pourront aussi très bientôt revenir à cette vie normale.